Bonjour, bienvenue à cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Et tout de suite, voici les titres de notre édition. La Banque nationale du Rwanda, la BNR, a classé le Rwanda, la Banque mondiale a placé le Rwanda au deuxième rang parmi les pays subsahariens ayant le taux de croissance le plus élevé de 16,8% en termes de transfert de fonds envoyés par la diaspora vers leur pays, après le Mozambique qui, lui, est à 48,5%. Et puis la bonne collaboration des hôpitaux et l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB, en s'acquittant de toutes les dettes. Cela a permis l'octroi des services de qualité dans les hôpitaux et d'autres centres de santé. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la Banque mondiale a classé le Rwanda au deuxième rang parmi les pays subsahariens ayant le taux de croissance le plus élevé de 16,8% en termes de transfert de fonds envoyés par la diaspora vers leur pays, après donc le Mozambique qui arrive avec 48,5%. Le rapport 2023 de la Banque mondiale sur les envois de fonds en Afrique subsaharienne montre que le Rwanda a donc connu une croissance spectaculaire, après donc le Mozambique qui arrive en deuxième position. L'Éthiopie s'est classée troisième avec une augmentation de 16%. Les chiffres de la Banque nationale du Rwanda, la BNR, quant à eux, montrent que le coût des envois de fonds vers le Rwanda a atteint 7,4% du total des envois de fonds contre 9,5% en 2019. C'est le seul coût supérieur au taux de réduction globale puisqu'il est de 6,25%. Le montant de devises envoyées au pays par les Rwandais vivant à l'étranger a augmenté donc de 16% au cours de 10 dernières années pour atteindre les 461 millions de dollars américains en 2022. En plus des exportations vers le Rwanda, la BNR affirme que seulement 10% des exportations sont exportées, car en 2020-2021, le pays a reçu 333 millions de dollars et 37 millions de dollars sont partis du Rwanda en 2021-2022. 480 millions de dollars sont rentrés au pays et seuls 41,8%, millions de dollars ont été dépensés. Je vous le disais en titre tout à l'heure, parlant de la sécurité au niveau régional, il y a de cela quelques semaines que les troupes de la East African Community sont parties de la République démocratique du Congo sur la liste, notamment les troupes kenyanes qui ont commencé. Ensuite, il y a eu les troupes sud-soudanaises, les troupes burundaises, qui officiellement sont partis mais ont changé de mandat. Mais en bref, ce sont donc les forces de l'EAC qui sont parties de la RDC, notamment dans sa partie est, où pullulent des centaines des groupes armés sur place. Et c'est une EAC qui est arrivée dans un contexte particulier, notamment avec le mouvement du 23 mars, le 1-23, qui avait repris les armes, notamment avec un cahier de charges et des revendications sur base des accords
que celui-ci avait eu avec le gouvernement de Kinshasa. Cela va faire maintenant plus d'une année que le M23 occupe certains territoires au niveau de la partie est de la RDC, et cela est passé par Nairobi. Également, Luanda, il y a eu des feuilles de route qui ont visiblement failli. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, qui reste déjà de Nairobi et de Luanda après le départ des forces de l'EAC. Voilà, et c'est dans ce cadre que nous recevons quelqu'un qui suit de près l'actualité au niveau de la région. Gatabazi Tite Rutikanga, il est journaliste et analyste politique. Bienvenue Gatabazi, et surtout meilleurs vœux pour 2024. Écoute, merci pareillement et merci pour l'invitation. C'est une première donc pour cette année. Je le disais, les troupes de l'EAC sont parties et derrière elles, elles sont arrivées dans le cadre de Luanda et de Nairobi. Il y a eu deux feuilles de route qui étaient bien définies. Ces troupes sont parties. Doit-on dire que c'est mort pour Luanda et Nairobi? Il faut rappeler d'abord que c'est vrai, les troupes de East African Community arrivent sur la base de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Ouais. Le président Tshisekedi dénature le mandat de ces troupes. Il dit clairement devant les médias que ce sera un mandat offensif. Ça ne l'était pas. C'est sur cette base qu'il a continué à faire pression sur le commandant kenyan qui avait fini par démissionner. James Nyaga qui est parti. Les relations entre les troupes de East African Force et les autorités congolaises ont été mauvaises depuis le début. Et donc là, qu'on leur fasse un mauvais procès pour les pousser à quitter le territoire congolais, ça n'est pas dans l'esprit ni de Luanda ni de Nairobi. Doit-on dire que le début de la mission des troupes de l'East African Community, notamment avec les Kenyans qui sont arrivés les premiers, qui ont foulé le sol congolais les premiers, doit-on dire qu'ils sont partis sur de mauvaises bases et qui ont malheureusement défini même la suite des événements sur terrain? Ils arrivent après la déclaration du chef de l'État congolais qui disent qu'ils vont arriver Kalash au point et en tirant sur le M23. En rentrant par Bunagana. En entrant par Bunagana. Ce qui n'était pas leur mission. Ils entrent de l'autre côté, ils arrivent parce que c'est des soldats de la paix, même si ils n'avaient pas le casque bleu des Nations Unies. Et donc, la pression politique des autorités de Kinshasa voulait changer la mission de ces troupes et les relations se sont vraiment compliquées. Mais il faut mettre à leur actif qu'ils ont quand même réussi à avoir, 3, 4, 5 mois d'accalmie, ce qui n'est pas mauvais. Voilà, et doit-on dire qu'ils sont passés par tous les chemins, notamment c'est un terrain très compliqué déjà pour ces troupes. Est-ce que leur départ, je reviens sur la question, sont-ils partis sur quelle note? Doit-on dire que c'est sur un échec cuisant? Doit-on dire qu'il y a à boire et à manger? C'est sur quelle note doit-on les juger du travail qu'ils ont abattu sur terrain au regard également, par rapport également à la tâche qui leur avait été assignée? Sur le terrain, ils ont réussi à obtenir difficilement d'abord des zones libérées par le M23 qu'il avait occupées, Kibumba, le camp militaire de Rumangabo, vous descendez vers Massissi, ils ont libéré Mouchaki, qu'ils ont remis aux troupes de l'EAC. Et donc ça a permis au moins de stabiliser la population, pas pendant longtemps, mais quand même, pendant 4-5 mois, c'était déjà ça. Mais ils partent sur une fausse note, à la fois politique, diplomatique et sécuritaire. Politique parce que le gouvernement congolais dénature la mission, fait pression sur eux
et finalement les empêche d'accomplir le travail pour lequel ils étaient à l'est de la République démocratique du Congo. Doit-on dire que leur travail a connu des crocs en jambes? Le sabotage, il est établi et malheureusement, tout le monde l'a vu. Je ne sais pas si au niveau de la SADC, ils ont évalué tous ces crocs à jambes qu'ont connus à la fois les accords signés à Bujumbura par tous les chefs d'État et puis le travail de la mission avant de s'engager à venir en République démocratique du Congo. Alors, je le disais, goodbye EAC, welcome SADC, la République démocratique du Congo, membre de l'EAC dans un passé très très récent, mais il est membre de la RDC et membre de la SADC depuis aussi. Plusieurs années maintenant. Voilà, est-ce que, doit-on dire déjà dans quelle configuration les troupes de la SADC arrivent? Certains, doit-on dire qu'ils ne sont pas sur une terre inconnue? C'est déjà un pays qu'ils connaissent, qu'ils savent, le contexte? D'abord, quel est le mandat de la SADC? Il n'est pas clairement défini, du moins il n'a pas été publié. La SADC arrive dans ce tourbillon à l'est de la République démocratique du Congo, où vous avez les FARDC qui sont alliés au FDLR. Est-ce que les chefs d'État de la SADC, les trois qui envoient les troupes à l'est de la République démocratique du Congo, savent que les FDLR sont en train de combattre auprès des FARDC? Cela a été documenté? Tout est documenté, c'est dans tous les rapports quasiment 2 fois par an. L'armée congolaise elle-même a eu à dénoncer, même le communiqué officiel a sanctionné même général Agoma. Voilà. Donc il y a une collision entre FARDC et FDLR qui est établie. À côté de ça, vous avez les Wazalendo, qui sont des brigands, des criminels, et qui sont sous sanction des Nations Unies, qui sont intégrés au FARDC. Est-ce que ceci a été évalué au niveau de la SADC? À côté de ça, vous avez des mercenaires. Le droit international humanitaire interdit aux États d'utiliser des mercenaires. Et vous avez comme ça les troupes de la SADC qui vont arriver dans ce contexte-là. Sans parler des organisations de la chaîne de commandement, mais ça regarde les autorités congolaises. Vous avez dit qu'il y a une centaine de groupes armés à l'est du Congo. Oui, justement, parce qu'on parle, l'attention semble être focalisée sur l'M23. Oui. Alors, dans ce contexte, déjà, on parle des FDLR qui sont proches et collaborent avec les FARDC. Oui. Alors, quelle est maintenant la suite des événements déjà? Que dire des autres groupes armés? Sont-ils sur l'agenda ou parmi les missions assignées à ces troupes de la SADC? Voilà, comment lire ça? Comment lire ça? La République démocratique du Congo est membre de la SADC. Quelle est la présentation qui a été faite de la situation sécuritaire du pays? Vous partez du nord, en Ituri, et vous arrivez au point sud, Kasumbalesa, au Katanga, à la frontière avec la Zambie. Toute la zone est en insécurité. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Tanganyika, Haut-Ouélé, jusqu'à la pointe de Lubumbashi. Et comment on fait le déploiement là-bas? Vous avez le Bandundu, dans le Kwamut, où les Teke et les Yaka, il y a la milice Mumbondo qui fait rage là-bas. Vous avez Kinshasa qui est sous la coupe de Kuluna. Alors, même si les autorités congolaises pouvaient mentir et dire que leur problème c'est le M23, est-ce que les autres vont gober ça? Ne pas utiliser les informations documentées, factuelles, où on sait que l'insécurité est généralisée dans le pays, où le problème du M23, posé par le M23, est un problème politique.
reconnu par Tshisekedi lui-même, qui les a invités à Kinshasa pendant 14 mois pour discuter avec eux. Est-ce que vous réglez un problème politique par des actions militaires? Tout ça, ça vous laisse comme ça sur votre faim en vous disant, en définitive, on ne va pas résoudre la question si on s'engage sur le terrain militaire. Sur le terrain militaire, alors Tite, parmi les troupes qui ont déjà foulé le sol, il y a les troupes sud-africaines. Ils étaient déjà là à l'époque de la MONUC. On doit dire que c'est un terrain déjà que l'Afrique du Sud, entre guillemets, connaît déjà. Quelle est maintenant la différence entre le contexte, par exemple, 2013 et le contexte 2023, 10 ans après? C'est toujours le même M23, toujours le même cahier des charges. Est-ce que l'Afrique du Sud, par exemple, comprend le contexte actuel? L'Afrique du Sud aurait dû comprendre. L'Afrique du Sud a un poids considérable au sein de la SADC. L'Afrique du Sud a cette expertise que n'ont pas les autres d'avoir eu des militaires en 2012-2013. Mais le contexte a changé, les hommes ne sont plus les mêmes, les circonstances ont beaucoup changé, la configuration même. En 2012, je crois qu'on est à 40 groupes armés à l'Est. Aujourd'hui, nous sommes à 250. En 2012, ça n'est pas le gouvernement Tshisekedi, c'est Kabila qui est au pouvoir. Et quand vous regardez, les capitales occidentales ont changé à la fois de gouvernement, d'acteurs politiques et même de programmes politiques et d'agenda. Les intérêts ne sont plus les mêmes. Le rapport de force dans la région de 2012 n'est pas celui de 2024. Et donc, tout a changé. Et on aurait souhaité, par exemple, avoir accès à des articles fouillés des experts sud-africains ou d'autres pays qui nous présentent la démarche de la SADC pour accéder à la demande de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui a été pris en compte. Voilà la rétrospective qui a été faite. 2012, on a défait le M23 sous casquette Nations Unies, avec le chapitre 7, donc, tiré sur le M23. Aujourd'hui, c'est la SADC qui arrive. Sous quel mandat? Avec quel calendrier? Pour régler quel problème en définitive? Ça, on aurait bien voulu le savoir. Et maintenant, c'est la SADC, c'est l'Afrique du Sud qui arrive. Donc, c'est d'autres acteurs, mais qui n'étaient pas forcément très loin du théâtre des événements. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'East African Community, où se trouve par exemple le Rwanda aujourd'hui, et dont la sécurité est menacée directement par ces groupes armés, notamment les FDLR, quelle est l'attitude aujourd'hui, par exemple, si vous devez, par exemple, décrypter, que doit ou que devrait être, par exemple, l'attitude du gouvernement rwandais, du Rwanda ou des autres membres de l'EAC qui, directement, leurs frontières sont menacées par certains de ces groupes armés. Quelle doit être leur attitude en ce moment? Vous avez le Burundi qui s'est exprimé, Red Tabara qui fait des attaques à Gatumba. On y reviendra. Vous avez le Rwanda qui n'est pas menacé, attention. Le Rwanda a été attaqué et à plusieurs reprises. Vous vous souvenez des roquettes sur Kinigi? Ça a fait des dégâts. Vous vous souvenez des attaques du côté de Tchangougou? Ça venait du Congo. Vous vous souvenez du survol de Sukhoi? Sur l'espace aérien du Rwanda. Vous vous souvenez des militaires congolais à la petite barrière à Rubavu? Et donc, il y a eu des attaques. Il y a une rhétorique prononcée par le chef de l'État congolais qui dit qu'il va attaquer le Rwanda et qui fait tout pour. Il a reçu
des renégats de la fameuse opposition. Il est en coalition avec les FDLR, dont il connaît l'idéologie génocidaire, dont il connaît les motivations, c'est d'attaquer le Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda prend très au sérieux cette menace. Je crois que le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement, Mme Yolande Makolo, pour ne pas la citer, a dit clairement que le gouvernement rwandais était prêt et rassurait les Rwandais comme quoi, en termes de sécurité, je crois qu'au cours d'une conférence de presse, c'est, je ne sais plus qui posait la question, TV1, est-ce qu'on doit dormir ou nous aussi, on prend les calages? Et le président de la République lui a dit, allez dormir et au besoin ronfler. Ne vous inquiétez pas, j'assure. Et donc, le Rwanda dit ce qu'il fait, il protège ses frontières et sa population, mais est-ce que c'est suffisant pour une désescalade de cette tension? Parce qu'il faut poser plutôt la question du côté du Congo. Et on a dit l'EAC est parti, mais les troupes burundaises qui faisaient partie de l'EAC sont restées sur terrain, mais bien sûr, il y a eu déjà des accords passés entre la RDC et le Burundi. Déjà, c'est une situation qui a un peu mis tout le monde en confusion. On ne savait pas qui faisait quoi, qui était qui exactement. Est-ce que, par exemple, l'attitude du Burundi, Tite, ça met un peu la région dans une situation inconfortable? Est-ce que les membres aujourd'hui peuvent s'asseoir, faire un bilan de ce qu'a été la mission de l'EAC et surtout, quels sont les intérêts du Burundi par rapport, qui diffèrent des intérêts des autres membres de l'EAC dans cette situation de conflit dans la région? Non, mais chaque pays a ses intérêts et essaie de les préserver au mieux qu'il peut. Encore faut-il connaître ses propres intérêts. Le Burundi a d'abord commis une faute politique et diplomatique. Le président burundais était président en exercice de l'EAC. Et il fait faux bond comme ça à ses collègues. Il envoie des militaires pour rétablir la paix et eux, ils vont au front combattre le M23 aux côtés des FDLR et des FARDC. Ça, c'est une première violation. La deuxième, quel intérêt le Burundi a là-bas? Le Burundi n'a pas de frontière commune avec le Nord Kivu, que je sache. Pas du tout. Les problèmes sécuritaires du Burundi se posent du côté du Sud Kivu. Que vient faire le Burundi à Rutshuru et à Masisi? On peut s'interroger. Mais il y a deux éléments que j'ai retenus, moi. Oui. Oui. Il nous reste peu de temps. Voilà. Il y a une proximité idéologique entre le président Ndayishimiye et les FDLR, qui, à un moment donné, avait quand même table ouverte à Bujumbura, même si c'est du temps de Peter Nkurunziza. Et puis, ce n'est un secret pour personne, le président Ndayishimiye, sur le plan individuel, perçoit beaucoup d'argent de la part de Tshisekedi. Ça peut être. Avez-vous les preuves de vos allégations? Sur la place publique, ça se dit dans beaucoup de journaux sérieux et qui ne sont pas des journaux édités au Rwanda. Donc, je n'ai pas de raison de ne pas prendre ça comme une bonne source d'information. Okay. Ensuite, vous avez le discours victimaire qu'il emprunte de chez Tshisekedi. Tous les problèmes du Burundi viennent du Rwanda. Il vient d'être désapprouvé par son propre parti. FDD-CNDD, notamment par le, merci. Le secrétaire général. Le secrétaire général qui le prend à contre-pied. Et les autres partis d'opposition, on va dire, c'est de bonne guerre. Oui, on a vu l'UPRONA notamment. Qui, et Sahwanya Frodebou, qui vient de dire, s'inscrit en faux contre les propos du président de la République. Ça veut dire que même sur le plan interne, il devient isolé. Et donc, vous imaginez bien sur le plan diplomatique,
c'est quoi les échanges avec ses collègues, je n'aimerais pas être à sa place. En tout cas, merci beaucoup, Tite Gatabazi, pour ce décryptage. On aura compris les enjeux et surtout la situation par laquelle la région passe en ce moment, notamment pour ce qui est de la sécurité régionale. Poursuivons l'actualité nationale avec notamment la bonne collaboration entre les hôpitaux et l'Office rwandais de sécurité sociale RSSB. Cela a donc, notamment en s'acquittant de toutes les dettes, cette situation de collaboration étroite a permis à améliorer les soins de qualité au niveau des hôpitaux et également des centres de santé. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. L'un des problèmes qui entravait la qualité de service octroyé aux patients était notamment la carence de médicaments suite surtout à la lourde dette que l'Office rwandais de sécurité sociale avait vis-à-vis des hôpitaux. À titre illustratif, en 2020-2021, l'Office rwandais de sécurité sociale devait au centre hospitalo-universitaire de Kigali environ 2 milliards de francs rwandais. La directrice adjointe de cet hôpital, Mbabazi Betty, indique cependant que cette dette est actuellement remboursée et les services qu'ils octroient se sont améliorés. Au moment où je vous parle, je peux dire qu'il n'y a pas de dette ni d'arriérés d'un seul mois. Nous savons très bien que si nous prévoyons 3 milliards de francs pour acheter des médicaments, nous les obtenons et à temps et notre budget est bien exécuté à temps. Cette situation a aidé des personnes dont un ressortissant burundais n'ayant aucune assurance maladie que RBA a rencontré au CHUK. Il est arrivé dans cet hôpital à la fin de l'année dernière et indique que personne de sa famille n'est venu le voir. C'est un souci qu'il partage avec d'autres patients pris en charge par ce centre hospitalo-universitaire. Ce que le gouvernement du Rwanda a fait pour moi, je ne sais pas comment je peux le remercier. Je suis très heureux, aucune personne n'est venue me voir, mais il y a des personnes qui m'apportent du soutien et je parviens même à boire du lait. Je suis venu ici sans moyens, mais ils m'ont aidé. Je n'avais pas d'assurance maladie, mais ils me l'ont fourni pour que l'enfant puisse être soigné. Le médicament qu'on lui donne par injection vient de l'hôpital Roi Faisal et lorsque je n'ai pas d'argent, un agent du département social me donne même 3 000 francs. C'est cela le soutien qu'on m'apporte. Je viens de passer dans cet hôpital plus de 4 ans et presque même 5 ans. La situation du quotidien se complique parce qu'après toutes ces années, ceux qui vous rendent visite ne viennent plus vous voir, mais il y a le département social de l'hôpital qui se préoccupe de notre sort en payant nos factures parce qu'après toutes ces années, la facture est très lourde. Et c'est lui qui nous aide à payer les frais d'hospitalisation. Bien que la direction de l'hôpital affirme que l'Office rwandais de sécurité sociale s'est acquitté de toute sa dette et que les arriérés ont également été remboursés, certains directeurs des centres de santé et des postes de santé indiquent par contre que ce problème n'a pas encore trouvé de solution. L'Office rwandais de sécurité sociale indique à ce propos que ce n'est pas là son affaire, mais plutôt le système informatique dont on se sert pour remplir les exigences pour qu'il soit remboursé à temps qui contient des erreurs. Ceux qui ont des problèmes sont ceux-là qui ont des difficultés dans leur système informatique ou ceux qui avaient l'habitude de se faire rembourser ce que nous ne payons pas et que maintenant la technologie leur cause des difficultés pour accepter cela. C'est avec ces gens que nous avons des problèmes, mais nous sommes en train d'améliorer le système informatique tout en organisant davantage de formations pour que cela puisse se faire normalement et sans difficulté. L'Office rwandais de sécurité sociale RSSB indique qu'au cours des 3 dernières années, toutes les factures ont été payées grâce aux efforts que le gouvernement a déployés dans la mutuelle de santé. RSSB a donc déjà payé environ 170 milliards de francs rwandais, dont 65%
aux hôpitaux des districts de province et ceux de référence, soit environ 52 hôpitaux, et 35% distribués à environ 502 centres de santé et 493 postes de santé. Merci donc à Kassim Youssouf et c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à cette édition, la grande édition en langue française. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Kanzaïre Léonci. En mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.